Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Irakoze. Merci d'avoir choisi d'écouter la RPA. Bonsoir et bienvenue au journal de ce vendredi 6 juin 2025. Tout d'abord, les grands titres. Mécontentement au sein de la population suite au mauvais déroulement des élections des députés et des conseillers communaux de ce jeudi dans tout le pays. Certains citoyens n'ont pas pu voter et d'autres, dont les mandataires des partis politiques de l'opposition, ont été écartés de leur mission dans les bureaux de vote. Certains politiques candidats dans ces élections déplorent la fraude qui s'est remarquée pendant le scrutin et n'ont aucun espoir sur les résultats qui en découleront. Les problèmes qui persistent dans le domaine de l'agriculture figurent parmi les principales difficultés que les élus du peuple, dont le mandat touche à sa fin, n'ont pas su résoudre. Vous allez l'entendre dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Dans quelques secondes, le développement de cette édition. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal par la page politique. Certains habitants de différentes localités n'ont pas eu le droit de voter dans les élections législatives et communales qui se sont déroulées ce jeudi 5 juin 2025. De plus, à part que certains bureaux de vote ont fermé avant l'heure fixée par la CENI, il y a même des endroits où les procès-verbaux ont été faits avant la fin du scrutin. Emmanuel Nyungeko a fait le tour de certaines localités. Sauf citoyens qui se lamentent pour ne pas avoir voté au bureau de l'école fondamentale de la zone Kanyosha, appelée communément Ecofo de la Brigade, située en commune Muha dans la mairie de Bujumbura, raconte que tous les bureaux de vote ont fermé avant 15 heures, heure qui avait été fixée par la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle. Notre source indique que les habitants en attente de voter ont été signifiés que les bulletins de vote sont terminés. Pire encore, c'est dans le quartier Mutakura, zone Chibitoke, en commune Ntahangwa, toujours à mairie de Bujumbura, où les bureaux de vote ont fermé à 14 heures. La raison également avancée, c'est la rupture de stock de bulletins de vote. Nombreux stadiens qui étaient sur le fil sont rentrés désolés leur carte d'électeur dans la main. La même situation s'est observée sur certains bureaux de vote situés dans les zones des communes Gihanga et Mutimbuzi, respectivement dans les provinces de Bubanza et de Bujumbura. Des militants du parti CNL Pro Agathon Gwassa expliquent qu'ils n'ont pas eu droit au vote à cause de leur appartenance politique. Des sources en zone et commune de Giheta, en province de Gitega, font savoir qu'il y a même quelques membres du parti CNDD-FDD qui ont été refusés de participer aux élections législatives et communales car taxés d'infidélité. De plus, il y a même des endroits où les procès-verbaux ont été confectionnés avant la fin du scrutin. C'est le cas de la nouvelle commune de Mwaro. Notre source témoigne. C'est catastrophique ce qui s'est passé en commune de Mwaro. Avant la fin des élections, vers 14 heures, on avait déjà préparé les procès-verbaux. Sur beaucoup de bureaux de vote, on avait déjà fait signer des mandataires, à commencer par ceux du CNDD-FDD et ensuite ceux d'Orthodolie-Prona. Nombreux n'ont pas apposé leur signature et il y a ceux qui ont signé, peut-être par ignorance. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Prosper Ntahogwamiye, président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, pour donner des éclaircissements. Merci Emmanuel Nyungeko. Les mandataires de formations politiques non alliées au parti au pouvoir ont été écartés de la mission leur confiée. Une situation qui favoriserait la fraude dans le comptage des voix et cela s'est déjà fait remarquer dans certaines localités. Le point avec Janvier Ninina Hadzwe. Les mandataires au lycée Skepes de Nyakabiga en commune et Mukaza de la province Bujumbura ne nous ont signalé aucun problème. Mais ceux qui ont œuvré à l'école Athénée primaire n'ont pas été facilités dans la tâche. Dans le bureau de vote numéro 7, ils ont été signifiés qu'ils n'ont aucun droit d'approcher le lieu de comptage des voix.
Même s'ils n'ont pas été mis à la porte, ils n'avaient qu'à observer de loin l'activité sans toutefois savoir si le pointage coïncidait avec la réalité. Dans la nouvelle circonscription provinciale de Burunga, de telles irrégularités ont été signalées. À Makamba, plus précisément à l'école fondamentale de Mabanda, seuls les Imbonerakure étaient autorisés à assister au comptage des voix. Les mandataires des autres formations politiques étaient écartés. Les informations en provenance de Mabanda indiquent que certains des membres de la Commission électorale nationale indépendante ont essayé de convaincre ces mandataires des partis d'opposition pour apposer leur signature sur les procès-verbaux, mais sans succès. En commune Mugamba, ceux qui se sont entretenus avec la RPA ont fait savoir que les bulletins nuls étaient d'office accordés au parti CNDD-FDD. En province Butanyerera, la RPA a pu se rendre à Kirundo, précisément au quartier Nyange-Bushaza. Un des mandataires du parti CNDD-FDD nous a confié que vers 15 heures, le chef du quartier Nyange-Bushaza, en compagnie du responsable des Imbonerakure en province Kirundo et le secrétaire communal, ont collecté tous les bulletins de vote non utilisés et ont ordonné aux mandataires de ce parti de les remplir pour le compte du parti CNDD-FDD. Dans la nouvelle province de Gitega, les mandataires ont été soumis à apposer leur signature sur les procès-verbaux sans que l'activité soit terminée, témoigne cet habitant de Moaro. Vers 14 heures, avant que les élections soient clôturées, sur de nombreux bureaux de vote, les mandataires avaient été obligés à signer sur les procès-verbaux. Ils commençaient par ceux du parti CNDD-FDD afin d'influencer les autres à faire autant. Mais il y en a ceux qui ont refusé de le faire. Après les élections, seuls les membres du parti au pouvoir étaient autorisés à entrer dans la salle pour compter les voix. Merci à toi, Janvier Ninina Hazgue. La population de différentes régions du pays confirme la fraude organisée pendant les élections, en même temps émaillée de menaces et intimidations. Dans plusieurs localités, les observateurs ont été évincés de la tâche qui leur était confiée et le comptage des voix uniquement réservé aux Imbonerakure. Suivez certains des citoyens contactés par la RPA. Je suis Itapovesto Kirundo, commune Bambarangwe, zone Kineza. Vous savez que hier c'était l'élection au Burundi. Ce n'était pas l'élection communautaire, mais plutôt c'était l'élection qui est marquée par banditisme exagéré. Imaginez dans notre zone, là où nous sommes, vraiment personne n'avait le droit de voter, il avait le droit d'entrer, et puis on vérifie si son nom figure dans la liste, et puis on met la couleur sur le doigt pour un signe de vote, et puis elle sort directement. Donc les agents électeurs, ce sont eux qui avaient le droit de voter. La préparatif de voler était bien préconisé à l'avance. La preuve en est que dans tous les bureaux du pays, l'organisation était la même. Les jeunes Imbonerakure étaient là. Ils suivaient tout membre, toute personne qui entre dans le bureau de vote. À chaque isoloir, il y avait un jeune Imbonerakure qui devait suivre comment une personne appose sa signature sur le bulletin de vote. Deuxièmement, lors de dénombrement des voix, notre personne n'était autorisée à être là. Que les jeunes Imbonerakure, membres du bureau de vote, ce sont ceux qui comptent. On ne peut pas dire qu'il y a eu des élections parce que les standards requis pour les élections n'ont pas été respectés, la ligne de conduite. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu des élections qu'on va proclamer. Je pense que le parti au pouvoir avait des résultats préétablis, peut-être il faut donc proclamer les résultats préétablis. On ne peut pas dire qu'il y a eu des élections. Toujours en page politique, la fraude électorale lors des élections des conseils communaux et parlementaires aurait été planifiée par les dirigeants du CNDD-FDD et les chefs de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, dans différentes localités du pays. C'est ce que nous ont révélé nos sources au sein du parti CNDD-FDD qui ont suivi la planification de cette fraude. Din Karondo nous raconte ce qui s'est passé dans la commune Nahangwa en mairie de Bujumbura.
Dans l'après-midi de mercredi, à la veille des élections communales et législatives, le responsable du parti CNDD-FDD en commune Nahangwa, prénommé Jean-Paul Mawenimana, a convoqué une réunion qui a eu lieu dans une salle de réunion de la zone Kinama, précisément au quartier Luyigi, 19e avenue. Cette réunion tenue par l'audit Jean-Paul a vu la participation d'une trentaine de personnes, parmi lesquelles figuraient les responsables de la commission électorale de la commune Nahangwa, comme objectif parvenir à un accord avec le parti CNDD-FDD sur les modalités de truquer le scrutin. Parmi les participants, la RPA a pu identifier Yvonne Sindaigaya, Jean-Pierre Edouard Niharirizwa, Isidore Ndaikengrukiye et Igiranez. Ils ont alors préalablement élaboré les procès-verbaux sur les résultats des élections, des procès-verbaux qui devaient être transmis à la CENI. Nos sources soulignent qu'une somme d'argent en guise de récompense était versée à chacun des représentants de la commission électorale communale de Nahangwa. En effet, ces procès-verbaux des élections tenues le lendemain ne coïncidaient absolument pas avec les résultats des urnes. Selon nos sources, les urnes n'ont pas été transportées à la zone Kinama, mais plutôt jusqu'au matin de ce vendredi, et elles étaient confisquées dans différents endroits de Kinama, comme à Kanga et à la 19e avenue au quartier Luyig. Merci Digne. Karondo, il n'y a pas eu lieu d'élection en province de Bubanza, si ce n'est que des répercussions sur la fraude préalablement établie. Propos de l'ancien député Fabien Banchiganino, qui actuellement était sur la liste de candidats parlementaires du parti UPRONA en province de Bubanza. On l'écoute. Nous avons constaté le pire en province Bubanza et même dans d'autres provinces. L'on raconte le même scénario. Ils interceptaient les citoyens pour leur retirer les cartes d'électeurs et à leur forcer à faire l'empreinte digitale. Les contrevenants étaient menacés à mort. Ils étaient alors contraints à obtempérer malgré eux. S'il serait possible de vérifier les empreintes digitales, on constaterait que la majorité a été contournée. En bref, il n'y a pas eu lieu d'élection si ce n'est que les effets de la fraude préalablement organisée en province Bubanza. Les mandataires politiques ont été enfermés chez eux jusqu'à 10 heures, soi-disant par ordre de l'administrateur ou du gouverneur. Tous les membres du bureau de vote émanent d'un seul parti. Les intrus étaient chassés le jour même du scrutin, comme tel a été le cas chez une certaine étroniste nommée Anita Saike, qui a été substituée par une autre sous la même appellation. En conséquence, aucun espoir quant au résultat de ce scrutin, regrette Fabien Banchiganino. À part nous espérer, nos partisans allaient voter pour nous, nous en sommes sûrs. Ni c'était la procédure de leur priver le droit de vote. L'opération avait été préconisée. Ils annonçaient à l'avance qu'ils allaient céder 1 ou 2 sièges. Le malheur est que les révoltes populaires résulteront de leurs actes de fraude. Ils s'attendent alors au pire, puisqu'ils n'ont rien servi au peuple pendant les 20 dernières années. C'était Fabien Banchiganino. Après une courte pause, c'est la page Droits de l'homme. En page Droits de l'homme, des ténors du parti au pouvoir seraient derrière l'expropriation et la démolition des maisons appartenant à la succession Simon Simbechere. En témoignent les persécutions et tentatives d'assassinat de toute personne impliquée dans ce dossier, afin de rétablir dans ses droits cette famille lésée. Josiane Modaneza revient sur certains faits démontrant cette mainmise des hautes autorités du pays dans cette spoliation. Des réunions visant à intimider et à assassiner si nécessaire
Toutes les personnes qui s'opposent à la vente frauduleuse de la parcelle de feu Simon Simbéchéré ont eu lieu au bar Campero, situé en face même de cette parcelle, près de l'entreprise. Son avis était présent dans ces réunions le nommé Richard Mawenimana, bras droit de Vital Nibaboneka qui prétend avoir acheté la parcelle en question, maître Jimmy Mokiza qui fut avocat de feu Simon Simbéchéré, un électricien du nom de Jean-Marie Ngorabikino, commissionnaire et témoin lors de la signature forcée du contrat de vente entre Simon Simbéchéré et Vital Nibaboneka, contrat signé au bar Calvados, ainsi que certains ténors du parti au pouvoir. Le but était de mettre plus de pression à tous ceux qui s'opposent à cette vente frauduleuse, et parmi ces personnes figure le collectif des organisations pour le développement intégré de la population, CODIP en sigle, un collectif qui défend les intérêts du légal acheteur, en la personne de David Ilangarukiye. Cette chasse à l'homme a d'ailleurs été signalée au président Évariste Ndayishimiye avec en copie le ministre de la Justice, celui de l'Intérieur et de la Sécurité publique, l'ombudsman burundais ainsi que la CNIDH. Dans une lettre datée du 25 mars 2025, le CODIP suppliait le numéro 1 burundais de faire tout son possible afin que cette persécution cesse. Les personnes concernées par cette dernière sont entre autres Deo Haounimana, représentant légal du CODIP, Maître Parfait Ilakoze, le nommé Désiré Ndisavira, représentant l'acheteur David Ilangarukiye, ainsi que Jean-Marie Nhouari, fils de Simbéchéré et co-gestionnaire de tous les biens familiaux. Parlons de ce dernier qui a été le plus visé par cette chasse à l'homme. En effet, selon les proches de la famille, Jean-Marie Nhouari a échappé de justesse plus de 3 fois à une mort certaine. La première fois, c'était au sortir de son domicile. Ce jour-là, des gens en uniforme policière et à bord d'un pick-up de la police le guettaient juste devant l'entrée du bar Campero. La deuxième fois, il a failli être kidnappé par des gens en tenue civile, mais à bord d'un véhicule militaire. C'était juste au niveau de l'école française. Ce jour-là, il a été sauvé par un taxi qui passait tout près en quête de passagers et s'est faufilé dedans. La troisième fois, c'était le 31 décembre 2024. À 5 heures du matin, des policiers ordinaires, ceux de la police anti-émeute ainsi que la police présidentielle, était en faction juste devant son domicile. Il a été sauvé par ses voisins qui l'ont alerté à temps afin qu'il puisse escalader le mur et s'enfuir. Mais son accalmie a été de courte durée car 2 semaines après, plus précisément en date du 13 janvier 2025, il a été appréhendé sur ordre du substitut du procureur général de la République, nommé Théoneste Nyongamire. Jean-Marie Nhouari s'était rendu au Polyceb rendre visite à son père, gravement malade. Les policiers qui l'ont arrêté étaient accompagnés par les nommés Richard Mawenimana et Lambert Ndabemeye, chargé du rôle d'indicateur. Comme on peut le lire dans le journal Iwachu, le but de cette interpellation était de contraindre Jean-Marie Nhouari à signer la cession de leur parcelle sise au quartier Rohiro 2, car co-gestionnaire avec son père. N'ayant pas obtenu le résultat escompté, il a fini par être relâché, mais depuis il vit en clandestinité, craignant pour sa vie. Vous saurez que et le président de la République et le ministre de l'Intérieur, non plus le ministre de la Justice, n'ont jamais donné suite à la missive leur adressée au mois de mars cette année, malgré que le CODIP avait alerté pour la sécurité de ces personnes si on mentionné. Josiane Mouzaneda, parlons gouvernance. Le manque de fertilisants ainsi que les retards dans la distribution des semences améliorées figurent parmi les principales difficultés que les institutions élues par la population, aujourd'hui en fin de mandat, n'ont pas su résoudre pour permettre à l'État d'y apporter des solutions durables. Dans le cadre de notre série de reportages consacrés aux attentes des citoyens vis-à-vis des actions que ces institutions devaient menés dans les différents secteurs du pays, nous revenons aujourd'hui sur les problèmes qui persistent dans le domaine de l'agriculture. David Claude Bananayo nous en dit plus. L'agriculture constitue la pierre angulaire de l'économie burundaise, bien qu'elle reste peu industrialisée. Elle demeure le principal moteur de l'économie nationale, avec plus de 90% de la population qui en dépend directement pour sa subsistance. Cependant, ce secteur stratégique est confronté à de nombreux défis, plaçant le Burundi parmi les pays africains les plus touchés par la malnutrition. Au cours des 5 dernières années, une pénurie marquée de fertilisants et de semences sélectionnées a été observée dans plusieurs régions du pays. C'est ce que rapportent certains citoyens interrogés par la radio publique africaine. Le manque d'engrais et l'absence de semences améliorées, notamment le maïs, représente un véritable
véritables problèmes. Dans de nombreuses régions, la population n'a jamais eu accès à ces intrants agricoles. D'une part, ces citoyens expliquent que les institutions élues n'ont pas su accompagner le gouvernement pour mettre en place des solutions durables à ces problèmes, ce qui a eu pour conséquence une baisse significative de la production agricole. Cette situation a entraîné une baisse significative de la production, provoquant la famine, une flambée des prix ainsi qu'une pénurie des denrées alimentaires. D'autre part, ils expriment un manque de confiance envers les nouvelles instances censées apporter des réformes dans le secteur agricole. Selon eux, ils n'ont jamais bénéficié du droit de choisir librement leurs dirigeants, ce qui renforce leur scepticisme quant à l'efficacité de ces institutions. Il est difficile d'attendre un réel changement de la part des nouveaux dirigeants car il s'agit en réalité des mêmes personnes qu'auparavant. Des seules institutions dignes de confiance sont celles que l'on a vraiment choisies. Les visages peuvent changer, mais le système, lui, demeure inchangé. Enfin, un autre phénomène marquant de ces dernières années est le recul de la culture des plantes d'exportation. De nombreux agriculteurs s'en détournent en raison de la faible rentabilité de ces cultures qui nécessitent pourtant des investissements importants en soins et en intrants pour des rendements de plus en plus décevants. Merci David Claude Mbananayo. Dernier dossier de ce journal avec la page éducation. Les changements dans les matières enseignées au Burundi ont eu un impact direct sur l'apprentissage des élèves. Moins d'heures de français et de mathématiques, programme compressé. Ces modifications compliquent la maîtrise des savoirs essentiels. Inès Gakiza. Depuis l'adhésion du Burundi à la communauté de l'Afrique de l'Est, l'anglais et le kiswahili ont été intégrés au programme scolaire, s'ajoutant ainsi au français et au kirundi. L'éducation civique, l'histoire et la géographie ont été regroupées sous l'intitulé des sciences humaines. L'introduction de ces nouvelles disciplines a réduit le nombre d'heures consacrées aux mathématiques et au français dans l'ancien système, ce qui a entraîné une diminution du contenu enseigné dans ces matières. Selon les données du rapport d'analyse du système éducatif, de la première année à la 6e année, les heures de français ont baissé de 4 à 5 heures par semaine et celles de mathématiques de 2 à 4 heures. Entre la 7e et la 9e année, la réduction des heures pour ces deux matières est respectivement de 2 à 5 heures et d'1 heure. Cette diminution du temps alloué au français a pour conséquence des difficultés chez les élèves à s'exprimer dans cette langue, tant à l'oral qu'à l'écrit. Les aspects de grammaire, conjugaison, orthographe et dictée ne sont plus suffisamment couverts. Avec la mise en place du système fondamental, les enseignements de la 7e à la 10e année ont été condensés en 3 années équivalentes au cycle 4 ou collège. Cette réduction de temps d'apprentissage s'est traduite par la suppression des chapitres entiers, notamment dans les matières linguistiques. Par ailleurs, pour certains cours nécessitant des séances pratiques, il est constaté que ces dernières n'ont pas eu lieu faute de matériel adéquat. Concernant le temps scolaire, alors que la norme UNESCO prévoit 1050 heures d'enseignement par an, le temps effectif est actuellement de 651 heures pour le groupe qui étudie le matin et de 606 heures pour celui de l'après-midi. Ce temps déjà limité est encore diminué par la fréquence des festivités et des cérémonies officielles. Cette situation a pour effet que les compétences des diplômés du système fondamental sont inférieures à celles des élèves de l'ancien système. Le cadre réglementaire concernant l'évaluation, le passage de classe et l'obtention des diplômes présente également des lacunes permettant à certains élèves d'accéder au niveau supérieur sans maîtriser suffisamment les matières requises. Entre 2016 et 2024, la note minimale pour passer du cycle fondamental au poste fondamental est restée inférieure à 50%, oscillant entre 32 et 46,5%.
Depuis 2019, l'accès à l'université publique ou privée nécessite une note de 50%. Les statistiques montrent que seule l'année 2021 a vu un taux d'admission à l'enseignement supérieur atteindre 50%, les autres années se situant entre 20 et 30%. Dans l'enseignement supérieur, les intitulés des formations sont souvent vagues et les représentants du secteur professionnel sont peu impliqués dans l'élaboration des programmes. Il en résulte un décalage entre les compétences acquises par les diplômés et les besoins des employeurs. En conclusion, la baisse de la qualité de l'enseignement au Burundi s'explique en partie par des programmes inadaptés aux besoins de la société, mais aussi par des dysfonctionnements internes ou externes au système éducatif lui-même. Merci Inès Dakiza. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que prend fin le journal de ce vendredi 6 juin 2025. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous mes collègues pour leur bonne collaboration. Excellent week-end à tous.